Ok. Salut Jacotte et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kalindi Show que je suis hyper contente de tourner et encore plus contente de te montrer parce qu'aujourd'hui j'ai vu un film que j'attendais énormément et qui m'a pas déçue alors que j'avais peur. D'abord, je vais commencer par te dire que cette vidéo est sponsorisée par Universal Pictures, ce qui ne va changer en rien la manière dont je vais te parler du film, c'est-à-dire que je vais être comme d'habitude honnête et transparente. Le fait que cette vidéo soit sponsorisée ne va influencer en rien la manière dont je vais te parler de l'œuvre intégrale. Si d'ailleurs tu veux en connaître un peu plus sur nos conditions de partenariat chez Mademoiselle, tu peux te rendre sur le site et on a une charte, tu vas voir, tu pourras tout lire et tu seras rassuré, tu sauras qu'ici on ne dit que la vérité et que ce qu'on pense réellement. Spoiler, j'ai adoré le film. Tu ne peux pas avoir loupé le fait que le cinéma d'horreur est mon genre préféré. J'en soupe matin, midi et soir, j'en bouffe vraiment tout le temps et donc je ne pouvais pas aujourd'hui laisser passer l'occasion de te parler frisson. Le film dont je vais te parler, tu l'auras compris, c'est Halloween de David Gordon Green, qui est la suite d'une œuvre magistrale qui a marqué un tournant dans le cinéma d'horreur et qui est sorti il y a 40 ans, donc en 1978. Ce film, c'était bien sûr Halloween, la nuit des masques, réalisé par John Carpenter, qui est vraiment un monstre du cinéma horrifique, du cinéma de genre. Pour rappel, le film de John Carpenter se passait en 1963, le soir d'Halloween, évidemment. Soir pendant lequel le jeune Michael Myers assassine sauvagement sa sœur alors qu'il n'est qu'un enfant. Suite à ça, il va bien sûr se faire interner dans un hôpital psychiatrique, duquel il va malheureusement s'échapper 15 ans plus tard, et il va repartir dans la ville de sa jeunesse, de son enfance, et va commencer à s'en prendre aux adolescents du quartier, notamment à Laurie Strode, et qui, elle, heureusement, va réussir à s'échapper des griffes de Michael Myers. Dans Halloween 2018, celui qui sort aujourd'hui, on retrouve Laurie Strode, mais 40 ans plus tard. Elle a vieilli, elle a eu une fille, qui elle-même a eu une fille, et donc Laurie Strode a non seulement une fille, mais également une petite fille, de personnes qui vont avoir beaucoup d'importance dans l'intrigue. Dans ce nouvel opus, Laurie Strode, on comprend qu'elle a passé sa vie à attendre que Michael Myers s'échappe de l'hôpital psychiatrique pour pouvoir le tuer de ses propres mains. Et bien sûr, un jour, son souhait est exaucé. Il arrive à se barrer de son hôpital psychiatrique et part à la recherche de Laurie Strode. Et bien sûr, sur son chemin, il va assassiner littéralement tout le monde. Tu connais ce brave Michael. Et donc ça va être l'affrontement final entre Laurie Strode, qui a passé sa vie à attendre ce moment, mais aussi sa fille et sa petite fille, et de l'autre côté, Michael Myers. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, la réalité c'est qu'avant d'aller voir Halloween, j'étais un peu inquiète. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, on nous resserre Halloween, on a compris, il y a eu beaucoup de suites. J'étais un peu perplexe en réalité. Et donc je suis allée, non pas à reculons, mais vraiment dans le doute au cinéma. Et les 5 premières minutes ont suffi à effacer toutes mes craintes. C'est-à-dire je me suis dit, waouh, on respecte le travail de John Carpenter, et même plus que ça, on lui rend hommage. Je tiens à souligner une nouvelle fois qu'Halloween sort 40 ans précisément après le premier opus. Donc c'est un film anniversaire. Heureusement, un anniversaire qui a été honoré. Mais alors tu te demandes peut-être pourquoi est-ce qu'on voudrait rendre hommage à Halloween qui s'est passé il y a 40 ans? Est-ce que finalement ça intéresse encore le monde? Oui, je pense que ça intéresse le monde. C'est parce que Halloween, la nuit des masques, a été précurseur. C'est-à-dire que c'était le premier vrai slasher et qu'il a lancé une mode. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un slasher? Dis-toi que c'est un sous-genre du cinéma d'horreur dans lequel un psychopathe généralement masqué va s'en prendre à un groupe de jeunes, souvent des adolescents, et il va les assassiner sauvagement à l'arme blanche. Voilà. Globalement, ça met en scène des gens sympathiques avec qui t'as envie de traîner le week-end, voilà. T'as envie d'aller avec eux au fond d'un bois, voilà, te faire zigouiller la tronche. Voilà, donc ça c'est un slasher. Halloween, c'est le premier vrai slasher et il va lancer une véritable mode. D'ailleurs, des slashers aujourd'hui, t'en as soupé des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines. D'ailleurs, je t'en conseillerais plusieurs de très bons à la fin de cette vidéo. Et d'ailleurs, Michael Myers, le grand méchant, le grand psychopathe du film, est une figure incontournable du cinéma horrifique. C'est pour ça que j'avais peur quelque part qu'on entaille ce personnage, qu'on rende pas à César ce qui appartient à César, qu'on sacrifie ce personnage sur l'autel du fric, et c'est absolument pas le cas. Cet Halloween est un petit bijou, et un petit bijou qui respecte tous les codes instigés par John Carpenter il y a 40 ans. D'abord, cette fiction a un petit côté vintage que j'ai vraiment adoré, c'est-à-dire que les événements ont beau avoir lieu à notre époque à peu près, on a quand même des petites interventions de vintage, ne serait-ce que au début du film, dans la typographie, t'as une typo vintage, rigolote de films de série B, de très vieux films de série B,
moi je suis très cliente, j'adore ça, donc j'étais vraiment ravie. Ce que j'ai adoré, c'est qu'ils ont conservé l'idée du générique original, c'est-à-dire la citrouille avec le feu qui brûle dans son ventre et qui semble, voilà, c'est l'impression que cette citrouille est le mal incarné. On retrouve cette citrouille dans le générique, elle a encore le feu dans son ventre, et en fait le feu du ventre de la citrouille, ça pourrait être le feu qui brûle dans le beat du psychopathe sans cœur. Et heureusement, et évidemment, on conserve le thème musical de l'œuvre originale. Et quel putain de bonheur de l'entendre. J'étais là, oh là là, qu'est-ce que j'ai pris. Franchement, les 10 premières minutes du film, j'ai pris un pied d'enfer. Donc t'as le générique qui arrive et ce thème musical qui arrive et qui annonce le début des malheurs, le début des meurtres sauvages perpétrés par Michael Myers. D'ailleurs, petit fun fact, c'est John Carpenter lui-même qui a composé cette musique originale, et il l'a composée au clavier, et il faut savoir d'ailleurs que John Carpenter ne sait pas lire une seule note de musique, il fait tout à l'oreille, et il a réussi à l'oreille à composer le thème musical qui allait être un des plus symboliques et des plus puissants de l'univers cinématographique horrifique. Donc c'est vraiment du génie, mais John Carpenter est un génie, je ne le dirai jamais assez. Et d'ailleurs, le thème, je sais pas si tu vois, ça fait ta-na-na-na-na-na. Alors vraiment, je suis la pire interprète musicale de la planète. Surtout, n'écoutez pas ce que je viens de chanter, je réessaye. Ça ne ressemble même, il y a même pas une note dedans. Bref, toujours est-il que du coup mes peurs ont été zigouillées, c'est le cas de le dire. Ce que j'adore, c'est que le cinéaste David Gordon Green a pris les codes instigés par Carpenter il y a 40 ans et il les a sublimés, il leur a donné un petit twist de modernité, ce qui fait que le film non seulement rend hommage au produit original, mais presque, je vais pas dire mieux, mais réussit à être au moins égal, si ce n'est un peu mieux de par sa modernité et de par les thématiques qui s'inscrivent pile poil dans notre société actuelle et dont je te parlerai plus tard. Le deuxième point pour lequel je te conseille grandement d'aller voir Halloween, c'est pour ses personnages de meufs. Donc tout à l'heure je t'ai parlé de Laurie Strode, c'était sur elle déjà que reposait l'œuvre originale. À l'époque elle était déjà jouée par Jamie Lee Curtis, donc là on la retrouve, mais elle n'est plus seule. Désormais elle a une fille et une petite fille. Le problème c'est que dès le début du film, il y a des mésententes entre ces trois protagonistes. Pourquoi? Parce que Laurie Strode, quand elle a eu sa fille, elle a voulu lui transmettre l'art de la guerre. Elle a voulu lui dire, voilà ma fille, il va pas t'arriver les mêmes merdes qui m'est arrivé à moi quand j'étais jeune, tu ne te feras jamais, jamais, jamais avoir par un psychopathe masqué. On n'y pense pas assez dans la vie, mais en réalité, c'est pas mal de se protéger contre les tarés qui viennent te zigouiller quand tu dors ou que tu fais des trucs. Et d'ailleurs, le foyer même de Laurie Strode est devenu un véritable piège à assassins. Et ça, je peux pas te dire comment, tu devrais aller voir le film. Bref, la fille de Laurie lui en veut beaucoup pour lui avoir fait vivre une enfance vraiment extrêmement différente de celle de ses camarades, et surtout de lui avoir fait vivre une enfance dans la peur qu'un jour quelqu'un peut-être puisse venir l'assassiner. Et donc ce personnage-là a également eu une fille, donc la petite fille de Laurie. Et cette jeune femme est au lycée, elle a un mec qui se comporte pas toujours très bien, elle a une vie d'adolescente normale, les mecs sont fous amoureux d'elle parce qu'elle est hyper jolie et qu'elle est hyper intéressante, sympa. Cette adolescente, elle, pour le coup, elle tient vraiment à garder contact avec sa grand-mère, et c'est d'ailleurs le seul personnage de tout le film qui arrive vraiment à comprendre les névroses de sa grand-mère. Plus que les comprendre, elle arrive à les excuser. Elle se dit, mais évidemment que c'est normal de réagir comme ça. Il y a 40 ans, elle s'est fait harceler par un type qui voulait absolument la buter et qui a buté ses potes. Je veux dire, c'est quand même, t'as le droit d'être un peu zinzin après ça, quoi, t'as le droit de péter un plomb. Et s'il y a ces mésententes au début du film, plus la fiction avance, et plus justement les liens entre ces personnages vont se resserrer, ce qui va faire qu'elles finissent par faire front contre l'ennemi commun. What bus crashed? Et j'ai adoré voir cette solidarité à l'écran, j'ai adoré voir ces femmes se lier pour essayer d'éradiquer un assassin. Donc on a trois personnalités bien distinctes qui font trois protagonistes vraiment intéressants et qui vont au fur et à mesure se compléter et venir à chaque fois apporter un vrai intérêt dans l'intrigue. D'ailleurs je tiens à souligner que dans l'histoire du cinéma, si les femmes n'ont pas toujours été mises à l'honneur à leur juste valeur, il faut reconnaître au genre du slasher de parfois faire la part belle aux vrais personnages féminins. Par exemple dans Scream, l'entièreté des 4 films tourne autour d'un personnage principal qui est une femme. Et souvent dans le slasher, c'est une jeune femme qui va réussir non seulement à s'extirper d'une situation extrêmement complexe qui est celle de on va absolument zigouiller, mais qui va aussi réussir à sauver ses camarades et réussir à porter le film au-delà de juste une tuerie, comme c'est le cas dans Scream de Wes Craven. Donc voilà, pour le coup, je te conseille vraiment d'aller découvrir ces personnages féminins toi-même au cinéma. Tu verras à quel point ils ont bien été creusés, à quel point ils sont parfois ambigus. Et je pense que ces personnages pourraient vraiment te convaincre. En tout cas, moi, j'ai été parfaitement convaincue de A à Z. La troisième raison pour laquelle je te conseille
conseille vraiment d'aller voir Halloween, c'est pour le traitement qu'il fait du traumatisme. Je trouve que c'est trop peu abordé dans le film, c'est-à-dire que parfois je vois des suites de films d'horreur qui se passent bien des années après qu'un personnage ait subi un traumatisme. Très souvent c'est oh là, je me suis remariée, j'ai fait un gosse, oh la vie est géniale, puis j'ai ça dans ma vie, c'est cool, je fais du piano ou de la clarinette, peu importe. Mais j'ai l'impression que le traumatisme est parfois pas assez exploité. Or, là, il est vraiment au cœur même du film. C'est-à-dire qu'on prend le personnage de Laurie et on en fait un personnage abîmé, on en fait un personnage atrophié par toutes les misères qu'elle a subies quand elle était jeune, et à quel point cette nuit d'Halloween a influencé le reste de sa vie, et même la manière dont elle a éduqué son enfant, et la manière dont elle s'est comportée de manière générale dans la société. On voit Laurie qui prend des cachets, on voit Laurie qui s'engueule avec sa fille, on voit Laurie qui se barricade dans sa maison qui n'est plus une maison, mais comme je te le disais tout à l'heure, un véritable piège à meurtrier. On a quelqu'un dont la vie entière est déterminée par un événement qui lui est arrivé des années et des années avant, et même des décennies avant. Donc je suis vraiment ravie qu'on ait gardé à l'esprit que Laurie Strode pouvait pas être normale après ce qui lui est arrivé, qu'elle vit forcément dans l'attente que quelque chose se passe, que ce meurtrier soit puni comme elle pense qu'il le mérite, c'est-à-dire qu'il paye de sa vie les crimes atroces qu'il a commis. Je trouve que le traitement du traumatisme est ici non seulement omniprésent, mais aussi délicat, c'est-à-dire que on voit pas Laurie se noyer dans l'alcool, on la voit pas prendre trop de médicaments. Donc là, le film ne tombe pas dans ses écueils, bien au contraire, il va traiter le traumatisme de manière assez légère, mais aussi assez inquiétant. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait le plus peur dans Halloween, c'est de se mettre à la place de ce personnage, se mettre à la place de Laurie et de se dire comment est-ce que j'aurais vécu pendant 40 ans, tout en sachant que la personne qui a zigouillé mes potes et qui voulait absolument mettre fin à mes jours est dans un asile dont il s'échappera peut-être un jour. Moi, ce sont les questions qui personnellement me font le plus flipper, qui réveillent une peur quasi viscérale en moi. Parce que la réalité, c'est que j'adore les films d'horreur qui font appel au surnaturel, au paranormal et à tout ce qui est démoniaque, mais ça ne me fait jamais réellement peur. C'est-à-dire que je vais être effrayée par un jumpscare, évidemment je vais sursauter parce que les mécanismes de l'horreur font que voilà, tu dois sursauter à un moment donné, mais j'ai pas cette peur qui naît dans le ventre, qui rayonne dans l'intégralité de ton corps. Là où quand quelque chose est réel, comme une histoire qui tourne autour d'un serial killer, là le degré de réalité dans cette fiction fait que la peur commence réellement à émerger en moi, et c'est là que je trouve un film vraiment intéressant. Et ce slasher vraiment m'a plutôt fait flipper, non pas seulement pour ses crimes, mais pour la psychologie dense et fournie et ambiguë de Laurie Strode. J'ai trouvé ça passionnant, très bien abordé, pas survolé, et c'était ce dont j'avais peur, donc vraiment chapeau, pour le coup c'était très bien traité. Le quatrième et dernier point pour lequel je te conseille de prendre ta soirée là et de tout de suite aller foncer voir Halloween, c'est pour ces meurtres. Parce que parlons-en, c'est un slasher, ça assassine, à l'arme blanche, c'est le but, on a envie de voir des gens se faire zigouiller, sinon on n'irait pas voir Halloween, donc il faut assumer le truc. Évidemment qu'on a envie de voir des crimes un petit peu gore. Là, les crimes, je pense qu'ils sont les plus inventifs que j'ai vus depuis la naissance de Halloween, la nuit des masques. C'est-à-dire qu'on va avoir une mâchoire absolument éclatée, un type comme ça, avec la mâchoire éclatée sur son bureau, on va avoir un type dont la nuque est brisée qui va être comme ça. Je t'en dis pas plus, ça ne sont que peu de meurtres finalement comparé à l'étendue monumentale des meurtres qu'il va y avoir à l'intérieur d'Halloween. Je suis très contente qu'ils aient développé cet aspect-là, que parfois les slashers ne creusent pas assez, où on se dit allez leur donner 3-4 couteaux dans le bide. Là vraiment, il y a une mise en scène de la mort, il y a une mise en scène de l'originalité dans la mort. Je trouve que c'est ce qui fait un des points très forts du film. Moi, il y a des moments où j'étais et pourtant je sais que je suis habituée aux images violentes puisque je mate du film d'horreur. En veux-tu, en voilà. Mais là vraiment, parfois j'étais et c'est exactement ce que j'ai envie qu'on me propose. Dans un film d'horreur, c'est un film qui me provoque une réaction presque de dégoût, juste une réaction quoi. J'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui naisse dans mon corps. Donc vraiment, très bon point pour Halloween. Les meurtres seront vraiment minutieusement étudiés, et en plus j'adore ce qu'ils ont fait du personnage de Michael Myers parce que on est vraiment sur un psychopathe qui n'a aucun état d'âme à tuer. C'est-à-dire que jamais dans ses yeux qui sont dissimulés, tu sais, derrière ce masque absolument horrible qui n'a aucune expression, là, ce masque horrible avec 3 cheveux, on dirait ton vieux prof de maths de 3ème avec des pellicules, enfin bon bref, une horreur. Il y a jamais un moment d'hésitation. Le mec veut absolument buter des gens, c'est son seul objectif
dans la vie. Et j'ai adoré ce côté très manichéen du film qui oppose le très mauvais au très bon. Je suis pas du tout contre une vision manichéenne des choses dans les films. Je trouve que parfois ça peut être très drôle, comme ça l'est un peu dans Halloween, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de nuance et que le personnage du méchant soit vraiment très méchant et que le personnage de gentil soit vraiment très gentil. Donc voilà, on a vraiment une vision très le mal, le bien, le mal, le bien, et entre les deux on a Laurie Strode qui évidemment œuvre pour le bien, mais qui œuvre de manière discutable, qui est pas forcément la manière que moi j'aurais choisi, mais elle décide qu'il est temps de le zigouiller, et puis elle fait bien ce qu'elle veut après tout, c'est son film. So I can kill him. Voilà Jacotte, mon avis à chaud sur Halloween. Mais j'ai pas envie qu'on s'arrête là, et tu le sais bien, je ne m'arrête jamais à une simple critique de film. Tu sais que j'ai pour coutume de te proposer un panel d'autres films qui vont te faire rester dans l'atmosphère du produit que tu viens à peine de voir. Donc c'est parti. La toute première fiction que je te recommande, elle est de John Carpenter. J'avais envie de lui rendre hommage, tu sais que d'habitude j'aime bien explorer la filmographie d'un cinéaste. Et en 82, il a sorti The Thing, qui est un monument du cinéma d'horreur et de science-fiction, qui a mis du temps avant d'être reconnu en tant que tel, mais qui aujourd'hui fait figure de film culte. De quoi ça parle? Eh bien tout simplement c'est l'histoire de 12 chercheurs scientifiques qui sont en Antarctique en 1982 et qui découvrent un corps enfoui sous la glace. Sauf qu'une fois congelé, la créature en réalité qui vivait sous cette glace s'échappe et va prendre la forme qu'elle veut, prendre la forme d'un corps, d'un chien, n'importe quoi, et semer le trouble parmi ces chercheurs qui vont eux se demander où elle se trouve en permanence. Bien sûr, The Thing, voilà, c'est cette chose, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas comment elle est arrivée là. Et ce que j'adore, c'est qu'elle est matérialisée dans le film par un machin absolument abominable, composé de chair rouge à moitié déchiquetée, montée, enfin c'est extrêmement étonnant, c'est extrêmement bizarre. Cette créature pourrait être risible aujourd'hui parce que évidemment en 2018 on a des moyens numériques, technologiques qui font que les effets spéciaux sont évidemment plus qualitatifs aujourd'hui, mais mets-toi là, remets les choses à leur place. Rappelle-toi que ce film il est sorti en 82, donc vraiment c'était pas le même délire, et pour ce qu'il y avait en 82, vraiment ce film tient complètement la route. Moi je trouve pour ma part qu'il n'a pas vieilli d'un poil, que la tension est toujours hyper présente dans le film, même quand je le regarde aujourd'hui. Je suis là, déjà ça se passe en terre de glace, dans une terre où, comme dans Alien, on ne peut pas t'entendre crier en réalité. Que ces 12 hommes, ils sont tout seuls pour affronter le mal incarné. J'adore le paysage dans lequel ça s'inscrit, j'adore l'ambiance glaciale, j'adore le trouble que la créature sème chez les hommes qui ne savent plus si leurs collègues peuvent être infestés ou non. Enfin, c'est vraiment extrêmement bien, et c'est un film qui figure pour beaucoup d'amateurs de cinéma d'horreur comme peut-être le meilleur de sa génération. Le deuxième film que je vais te conseiller, c'est un film pareil, pilier dans le cinéma d'horreur, et c'est Vendredi 13. Alors tu peux peut-être rigoler un petit peu en disant Vendredi 13, parce que c'est pas les films nuls là qu'on a vu à la télé 1 milliard de fois. Mais en réalité, Vendredi 13 reprend les codes du cinéma instigé par Carpenter avec La Nuit des Masques, et se sert justement du succès de La Nuit des Masques pour lancer une franchise. Et ça va être un succès puisque la franchise compte énormément de films, je sais plus combien, mais je crois que c'est une des plus longues franchises, une des plus grosses franchises qui a jamais existé dans l'histoire du cinéma d'horreur. Donc c'est assez intéressant à analyser, et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Jason, qui meurt un jour en 1957, je crois, dans un camp de vacances, après qu'il se soit noyé. Le camp est fermé pendant plusieurs années, jusqu'au jour où des jeunes viennent rouvrir le camp, le jour du vendredi 13, et là, bien sûr, des meurtres sauvages vont être perpétrés. Voilà, on garde exactement les mêmes codes que dans Halloween, La Nuit des Masques, mais on va s'en servir avec un nouveau personnage, une nouvelle atmosphère, de nouveaux décors. Vendredi 13 est un film que j'aime beaucoup. Dans mes souvenirs, il a en plus pour mérite d'avoir une certaine originalité, puisqu'il a une caméra subjective, c'est-à-dire qu'on est à la place du tueur. Voilà, la caméra est toujours... c'est comme si, admettons, moi je suis un psychopathe, et c'est moi qui tiens la caméra et qui vais l'emmener à chaque fois que je zigouille quelqu'un. Donc c'est passionnant, parce que parfois on entend le souffle du meurtrier juste dans la caméra, et ses petits ricanements, et on va prendre en chasse comme ça, c'est ça qui est aussi dérangeant, j'adore, on va prendre en chasse ces jeunes qui vont finir par être zigouillés sauvagement. Vendredi 13 est une bonne franchise qui est passionnante de par les codes qu'elle exploite, de par les codes qu'elle essaie de transcender. Je te conseille du moins le premier opus très vivement. Mon troisième conseil, et pas des moindres, c'est La Maison des Mille Morts, qui est le film le plus bizarre dont je pense je t'ai parlé dans mes vidéos. C'est un film de Rob Zombie, c'est un chanteur de hard metal
qui est un grand brun avec une barbe et des cheveux très longs, qui ne fait pas que de la musique et qui fait donc aussi des films d'horreur. Il est connu notamment pour avoir fait un reboot de Halloween, et son reboot est vraiment très bon. Et La Maison des Mille Morts, c'est pour moi son film le plus drôle, mais je le trouve vraiment drôle et horrible à la fois, parce que Rob Zombie a pour particularité de faire un cinéma très gore, très trash. Tout comme Carpenter, il a à cœur de garder ce côté carnavalesque, ce côté festival, avec l'idée de travestir, de transformer ces personnages, soit qui portent des masques, soit qui sont maquillés à outrance jusqu'à être plus reconnaissables en tant que la forme dans laquelle ils existent normalement. C'est l'histoire de deux couples qui sont à la recherche de Dr Satan, une espèce de légende dans le coin dans lequel ils vivent, sauf que il y a un orage absolument hardcore, et donc ils trouvent refuge dans une demeure un peu inquiétante dans laquelle habite une famille un petit peu spéciale. Et leur spécialité, c'est entre autres le cannibalisme, les rites sataniques, je t'en passe et des meilleurs. Et bien sûr, là, le cauchemar va commencer pour nos jeunes personnes qui pensaient se réfugier de la pluie. Je peux dire qu'ils auraient préféré prendre une bonne saucée, à mon sens. Rob Zombie, je te mets en garde, hein, si tu n'aimes pas le cinéma gore, si t'aimes pas le cinéma presque clownesque, c'est de l'horreur clownesque d'après moi, tu vois, on en fait trop dans la représentation des personnages, dans la manière dont on va les maquiller, les déguiser, voilà, on a envie de piquer le téléspectateur, on a envie de le pousser dans ses retranchements pour qu'il se dise mais qu'est-ce que c'est que ce délire, tu vois. Voilà, moi j'adore tous les films de Rob Zombie. Enfin bon voilà, je te mets en garde quand même, c'est pas un cinéma qui se regarde seul chez soi le soir en mangeant du popcorn. Il faut quand même avoir un petit peu les tripes accrochées quoi, parce que sinon on peut tout simplement dégobiller. Mais moi c'est un cinéma que j'adore et qui est couillu, qui ose, et ça fait du bien le cinéma qui ose. On en voit parfois pas assez. Voilà. Cher Jacotte, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à aller voir ce film qui mérite vraiment 1h30 de ton temps. Et vraiment, c'est dans la plus grande honnêteté que je te dis ça, hein. Ce film est super abouti, super intelligent, malin, et vaut vraiment bien plus qu'un coup d'œil. Si t'as aimé, bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Mademoiselle. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, mais n'hésite pas non plus à me laisser des commentaires. Les commentaires sont toujours positifs, ça me fait plaisir. Évidemment, j'en ai quelques fois qui sont négatifs et qui sont à base de « on s'en bat les couilles de ton avis », et à tous ces gens-là, j'adresse un gros bisou et un signe de la main bien heureux. Bien sûr, n'hésitez pas à me contacter aussi sur Instagram, je réponds à quasiment tout. Je suis hyper heureuse de lire vos commentaires chaque semaine, hyper heureuse d'y répondre, d'établir une connexion avec vous et qu'on puisse parler de ce qui nous intéresse tous, c'est-à-dire le cinéma, pour que vive le cinéma, longue vie au cinéma. À bientôt, à la semaine prochaine.